Journée de 8 heures. Démocratie directe. Retraite à 60 ans. Bourse du travail. Syndicats. Droit de grève. Écologie. Droits des femmes. Contraception. Union libre. Avortement. Congés payés. Sécurité sociale. Et éducation populaire. L'anarchisme, qui avait fini par montrer son vrai visage au grand soleil d'Espagne, entre avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans une longue nuit peuplée de monstres. Dans l'euphorie de la victoire, on oublie les pactes, les passivités, les collaborations plus ou moins actives, et on efface les anarchistes de l'histoire. Décimés, isolés, oubliés, incapables de reprendre la lutte sur le front social, les libertaires choisissent alors de s'engager corps et âme dans la bataille culturelle. Ils s'inventent des symboles, recréent des solidarités et investissent de nouveaux champs de lutte. Et dans le cours de la guerre froide, où les grandes puissances rivalisent de violence, ils sont bientôt rejoints par une jeunesse neuve qui, tout en donnant de l'anarchisme une autre image, contribue à lui offrir une nouvelle visibilité. Mais ces nouveaux révoltés, qui rêvent de paix et prônent l'amour, avec pour seules armes des fleurs ou bien des pavés, se heurtent partout au pouvoir qui les réprime de la manière la plus féroce. Et c'est ainsi qu'à l'est comme à l'ouest et du nord au sud, l'anarchisme va petit à petit réoccuper le devant de la scène. Il diffuse ses idées dans la coulisse du mouvement pacifiste, il inspire les nouvelles formes de la contestation et anime enfin, autour d'un joli mois de mai, un mouvement insurrectionnel qui aurait pu changer la face du monde. C'est derrière des fils de fer barbelés, au rythme d'une musique joyeuse, jouée par l'orchestre Tigane pour emmener un fugitif à son exécution, dans l'odeur sucrée du crématoire, et sous le regard insolent de maîtres qui croient qu'ils sont des dieux, que la seconde partie du XXe siècle commence aussi pour les anarchistes. À Mauthausen, où des milliers d'anarchistes allemands, autrichiens, italiens, français et espagnols, arrêtés par la Gestapo ou livrés par la police de Vichy, laissèrent leur peau. Quand vient l'heure de la libération, bien que les antifascistes saluent en espagnol les forces alliées, les quelques libertaires qui ont survécu à la guerre ne peuvent que constater que le mouvement anarchiste s'est en Europe réduit comme une peau de chagrin et qu'il a perdu presque toute son influence. Il se replie sur lui-même. Après l'échec de la Révolution espagnole et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les anarchistes ne représentent plus qu'un mouvement minoritaire qui ne fait que ressasser ses vieilles idées, sa mythologie, en tournant en rond, sans avoir plus aucune influence sur les mouvements sociaux. Alors, effectivement, on peut dire qu'après l'échec de la Révolution espagnole et la Seconde Guerre mondiale, l'anarchisme entre vraiment dans une longue nuit. Après la Seconde Guerre mondiale, il devient très difficile d'être anarchiste, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie. Parce que le monde est divisé en deux camps, l'Est et l'Ouest. Alors, ce que font les anarchistes, c'est qu'ils n'optent ni pour l'un ni pour l'autre. Ils ne soutiennent aucun des deux camps pendant la guerre froide. Et cela les exclut de la scène politique mondiale. On se sent très seul quand on est anarchiste pendant cette période. Au lendemain de la guerre, les anarchistes ne choisissent effectivement pas leur camp, mais ils recréent un peu partout les organisations. La Fédération des socialistes libertaires allemandes et les fédérations anarchistes françaises et italiennes se reforment dès la fin des combats. Au nord, l'organisation centrale des travailleurs de Suède devient le bastion libertaire le plus fort d'Europe. Et au sud, tandis que les exilés espagnols ouvrent une CNT à Paris, des groupes de résistance, formés notamment par Kiko Sabaté, qui attaque ici au mortier, reprennent sur la péninsule le combat contre la dictature franquiste. Même à l'Est, on voit renaître un courant libertaire, comme en Bulgarie où la Fédération des anarcho-communistes organise son congrès et rédige une nouvelle plateforme. L'Amérique latine n'est pas en reste, qui voit les anarchistes se regrouper par exemple au Chili et à Cuba au sein des grandes fédérations syndicalistes révolutionnaires. Tandis que l'Afrique a perdu momentanément toutes ses structures, la toute jeune fédération anarchiste japonaise, emmenée par Ishikawa Sonshiro, et la fédération des bâtisseurs d'une société libre créée en 1945,
par les frères Lee Young-kyu et Lee Yeol-kyu, surnommés les Kropotkin coréens, témoigne quant à elle de la survivance de l'anarchisme en Asie. Mais c'est en dehors des organisations et grâce à l'un de ces courants méconnus que l'anarchisme commence dans cette longue nuit de l'après-guerre à revenir un peu dans la lumière. Ce qui se passe pour l'anarchisme, c'est que l'idée selon laquelle la guerre serait la santé des États, eh bien cela devient le cœur de la pensée libertaire, à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il devient très clair que l'État est directement lié au fascisme, à la guerre, aux chaînes de commandement et aux dommages collatéraux. Le pacifisme libertaire ou anarchisme non violent, qui vient d'une longue tradition, connaît, avec le début de la guerre froide, un véritable regain. Héritiers de la Boétie, Shelley, Thoreau et Tolstoï, ces partisans veulent eux aussi radicalement changer le monde. Mais ils pensent à l'inverse des apôtres de l'insurrection armée, qu'il est possible et même nécessaire de le faire sans violence. C'est un argument que développent de nombreux penseurs de premier plan et qui se fonde sur l'attention particulière que les anarchistes accordent à l'adéquation entre les moyens et les fins. Les moyens que vous employez pour provoquer le changement social doivent s'accorder avec l'objectif que vous voulez atteindre. Si l'on se place dans ce cadre, le recours à la violence entre souvent en contradiction avec vos objectifs. En effet, si vous voulez construire une société basée sur la coopération, sur le consensus, la démocratie directe, sur la discussion, alors la violence politique n'est pas le moyen à utiliser pour atteindre ce but. Il y a même de fortes chances pour qu'elle nuise à votre projet. Ces théories inspirent d'autant plus les révolutionnaires à l'époque que pour la première fois, la non-violence vient le prouver avec Gandhi dans les faits sans l'efficacité. Mais alors que la guerre froide s'intensifie, c'est face à l'émergence d'une nouvelle menace à la fois globale et mortelle que les pacifistes libertaires peuvent commencer à se faire connaître et diffuser plus largement leurs pensées. Ça change fondamentalement l'état d'esprit, non seulement des anarchistes, mais de toutes les personnes critiques des pouvoirs établis. Parce que ça marque l'imagination. L'idée de cette perpétuelle menace de mort qui plane, cette bombe qui peut exploser à tout moment, ça a poussé les gens vers les mouvements pacifistes. La population s'est mise à demander la paix de manière passionnée. Contre la prolifération atomique, des mouvements antimilitaristes et pacifistes éclosent alors dans le monde entier. On se souvient par exemple en France du mouvement pour la paix et de celui des citoyens du monde de Gary Davis. Mais il y a aussi le Band the Bomb Movement qui s'étend d'Angleterre à Sydney. Et il y aura bientôt les gigantesques mobilisations contre la guerre au Vietnam. Certains sont d'ailleurs impulsés directement par les libertaires, comme le Vietnam Day Committee, que fondera Jerry Rubin, ou le mouvement pour les objecteurs de conscience, animé en France par Louis Lecoing. Mais s'il est vrai que presque tous les anarchistes sont alors pacifistes, tous les pacifistes ne sont pas pour autant anarchistes. On retrouve dans ces mobilisations des humanistes libéraux, des chrétiens progressistes, des socialistes plus ou moins radicaux, et toute une flopée de militants sans idées politiques arrêtées qui souhaitent juste avoir la paix. Les libertaires n'en décident pas moins de les rejoindre et en mettant en œuvre une sorte de stratégie du coucou de s'investir dans les mouvements pacifistes. Ce n'est pas nouveau. Les anarchistes de la fin du 19e siècle faisaient exactement la même chose. Ils ne créaient pas de grandes organisations de masse, ils n'essayaient même pas de convaincre les gens de devenir anarchistes. Ce qu'ils essayaient de faire, c'était de radicaliser les gens, afin qu'ils décident de prendre leurs affaires en main. Ils diffusaient leurs idées et les gens s'anarchisaient. Et les anarchistes de l'après-guerre font exactement la même chose. Ce qu'ils essayent de faire dans ces mouvements, c'est de convaincre les gens qu'on ne peut pas avoir l'État sans la bombe. Si vous ne voulez pas de la bombe, vous devez vous débarrasser de l'État. C'est l'argument principal qu'ils mettent en avant. Et ce qui est vraiment intéressant à ce sujet, c'est que les vieux courants pacifistes ont commencé à dénoncer ce lien également. Et grâce à ça,
on a vu naître des relations très fortes entre les groupes pacifistes et les groupes anarchistes. C'est au Royaume-Uni où, à la différence des autres pays européens, le mouvement pour la paix n'est pas contrôlé en sous-main par Moscou, que les liens entre anarchistes et pacifistes deviennent les plus solides et les plus étroits. Dans la campagne pour le désarmement nucléaire, derrière Bertrand Russell, qui en est la figure de proue, on retrouve en effet toute la crème de l'anarchisme britannique comme Herbert Reed, Ethel Manning, Alex Comfort ou Colin Ward. Et leur influence se fait rapidement ressentir jusque dans le nom que se donne le mouvement et qui dit presque tout. Le comité d'action directe n'était pas seulement un mouvement contre la guerre. Il développait aussi une véritable critique sociale basée sur les travaux des anarchistes. L'emploi du concept d'action directe en témoigne. C'est une traduction directe de la pensée anarchiste. L'idée, qui peut paraître en réalité très radicale et très conflictuelle, c'est de changer les choses vous-même, plutôt que de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Mais au contact des pacifistes, les anarchistes découvrent aussi de nouvelles techniques de lutte qu'ils décident d'adopter comme une sorte de propagande par le fait non violente, tant elle semble illustrer le message libertaire. Les tactiques pacifistes, comme la désobéissance civile ou les sit-ins par exemple, mettent en lumière la violence de l'État. Car, en usant de violence contre des manifestants non violents, l'État, en quelque sorte, se condamne lui-même. Convaincus que c'est un mouvement de masse qui peut leur donner l'avantage, le 17 septembre 1961, un appel est lancé pour une grande manifestation à Trafalgar Square. Mis sous la pression, le pouvoir britannique réactualise le Justices of the Peace Act, une loi vieille de 600 ans presque jour pour jour, qui permet d'incarcérer de manière préventive les fauteurs de troubles. 30 de membres du comité sont d'ailleurs jetés en prison, dont Alex Comfort et Bertrand Russell, alors âgés de 89 ans. Le jour dit, pourtant, près de 15 000 personnes se rassemblent et font un sit-in sur la grande place de Londres. Là, cette démonstration de force non violente n'impressionne que la pellicule des caméras. Car le gouvernement envoie la police qui tranquillement arrête des centaines de manifestants. Déjà, des anarchistes s'interrogent. Beaucoup d'anarchistes au sein du mouvement commencent à considérer les tactiques pacifistes soit comme très naïves, soit comme fondamentalement inefficaces si l'on pense à la lutte des classes, ou même pire, comme une excuse pour ne rien faire. Nombreux sont les révolutionnaires, au Royaume-Uni comme ailleurs, à abandonner alors les tactiques pacifistes. Et quand par la suite des anarchistes accepteront de participer à des manifestations pour la paix, ce sera souvent pour y accroître la conflictualité. Mais il faut attendre les années 60 pour qu'au pays des fleurs, de nouveaux chevaliers blancs de la Révolution mettent, grâce à une nouvelle forme de lutte non violente, à proprement parler, le feu aux poudres. Les 60s. Dans les pays occidentaux, le monde a bien changé. Les grands ensembles ont recouvert les ruines, le baby-boom a rajeuni les populations, le plein emploi remplit les porte-monnaies et le rêve américain commençait à coloniser les imaginaires. L'émergence d'une classe moyenne a même fait oublier l'ancien clivage social. On est entré dans la société des loisirs et de la consommation. C'est le règne des supermarchés, de l'automobile et de la télévision. C'est l'âge d'or du tabac, du rock'n'roll et du soda. C'est aussi le triomphe de l'État-providence qui impose aux révolutionnaires d'approfondir leurs critiques. Après la Seconde Guerre mondiale, vous avez un État beaucoup plus présent, qui promeut une éducation universelle, qui assure l'aide sociale pour tous, qui réglemente de plus en plus les droits des travailleurs. L'État semble donc plus bienveillant que les États d'il y a 100 ou 150 ans.
Les anarchistes sont donc, dans une certaine mesure, le dos au mur, car la vie semble s'être améliorée pour beaucoup de gens. Mais ce que les anarchistes essaient de montrer, c'est que cette bonne vie n'est pas la vie bonne. Et l'argument critique des anarchistes est que le capitalisme et la culture de masse de la société moderne, vous savez, le consumérisme, la publicité, l'émergence de Coca-Cola, tout cela incarne une forme de banalité et diffuse une sorte de culture banale et stérile. Ce sentiment absurde est notamment ressenti par la jeunesse qui a pris peu à peu conscience de son ombre, de sa force et du rôle moteur qu'elle pourrait jouer dans un processus révolutionnaire. À l'instar des États-Unis d'Amérique avec le Free Speech Movement, elle commence à faire entendre un peu partout sa voix. En ce début d'année 1965, ce phénomène va devenir aussi manifeste aux Pays-Bas, même si l'anarchisme n'y a pas encore connu son regain et que la société semble verrouillée de l'intérieur. Au début des années 60, les Pays-Bas étaient un pays étriqué. La société était refermée sur elle-même et les jeunes n'avaient pas leur mot à dire. Dans les années 60, l'autoritarisme ambiant réfrénait tellement les jeunes qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se rebeller. C'est un jeune étudiant en philosophie qui décide ici de sonner l'heure de la révolte. Roel van Deun a milité au sein du mouvement Bam de Band néerlandais et atteint lui aussi les limites des tactiques de lutte pacifiste. Mais bien qu'il occupe désormais une fonction importante au sein du mensuel anarchiste d'Ivray, il se sent un peu à l'étroit dans les organisations libertaires traditionnelles. L'anarchisme des années 60, c'était en fait des anarchistes des années 20. C'était un groupe de vieux. Et lui, il était le seul jeune. Et il avait du mal à faire avancer ses nouvelles idées, ce qui provoquait beaucoup de querelles et de disputes. Il a donc quitté le mouvement anarchiste très déçu pour créer son propre mouvement et son propre magazine. Pour lancer son mouvement, Roel van Deun décide avec quelques camarades dont l'éditeur Opstalk de créer un journal. Il l'intitule Provo. Un nom d'autant mieux choisi qu'en interpellant directement une partie de la jeunesse, qu'il surnomme Provotariat, par opposition avec un prolétariat devenu, selon lui, incapable de changer le monde, il a le mérite d'énoncer tout un programme. Le mot en lui-même était tiré d'une thèse de criminologie. Il définissait une forme de délinquance et les provos ont décidé de l'utiliser de manière créative pour évoquer la façon dont on pouvait propager la résistance. Et c'était au travers de la provocation. Voilà l'idée. Donc, si vous pouviez transgresser ou briser les règles, ou vous engager dans une activité qui allait choquer ou irriter, voire faire enrager le pouvoir, et provoquer une réaction de sa part, alors vous pourriez attirer les gens dans un mouvement de résistance. Roel van Deun est bien le premier à théoriser le fameux cycle provocation, répression, mobilisation. Dans un tract, il en décortique précisément la mécanique et en affiche ouvertement les objectifs. La provocation, dans les circonstances actuelles, est devenue notre seule arme. Par la provocation, nous pouvons démasquer l'autorité. Uniformes, bottes, képis, sabres, chiens policiers, gaz lacrymogènes. Il faut la forcer à utiliser contre nous tous ces moyens de répression. Elle sera alors contrainte de montrer sa vraie nature. Elle deviendra de plus en plus impopulaire et l'opinion publique basculera en faveur de l'anarchie. Comme leurs textes ne sont tirés qu'à quelques centaines d'exemplaires, pour mettre toutes les chances de leur côté, les provos ressortent les vieux épouvantails. Ils impriment une recette pour fabriquer des bombes. Et cela crée immédiatement des tensions dans la ville. Il y a des arrestations, la presse s'en mêle, et ça attire les jeunes qui sont en recherche d'action. Et donc, ça mobilise.
Parce que ça fait exactement ce que ça avait pour but de faire, c'est-à-dire provoquer. Pour un coup d'essai, c'est bien un coup de maître. En quelques mois, le groupe passe d'une vingtaine de membres à plusieurs centaines. Mais s'ils arrivent à fédérer plus largement, c'est aussi parce que les provos ne font pas que provoquer. Ces partisans de l'action directe et de la propagande par le fait font des propositions et mettent en œuvre leurs idées. Afin de lutter contre la domination automobile, par exemple, ils inventent le plan vélo blanc et mettent des bicyclettes gratuites et en libre accès dans les rues d'Amsterdam. Ils font des happenings, manifestent contre les colonialismes anciens et nouveaux et imaginent des alternatives crédibles aux dérives de la société de consommation. À leur mesure et avec leurs faibles moyens, mais toujours sans violence, les provos essaient donc de changer le monde en le repeignant avec cette couleur blanche qui devient ainsi, au cœur des années 60 aux Pays-Bas, le nouveau noir des anarchistes. Mais le maire d'Amsterdam, Gijs van Al et Jan van der Molen, le chef de la police, considèrent toute cette agitation non pas comme de la provocation, mais comme de véritables menaces. Ils empêchent les happenings et font confisquer les vélos. Les provos les inquiètent d'autant plus qu'en ce mois de mars 1966, Amsterdam doit accueillir un événement de la plus haute importance. Or, une fois n'est pas coutume, les provocateurs pourraient se sentir provoqués et décider de passer à l'action. À ce moment, on apprend dans les journaux que la princesse héritière venait de se fiancer avec un Allemand. Un Allemand qui avait été membre de la jeunesse hitlérienne et qui avait participé à la guerre comme soldat dans la Wehrmacht. Il était donc considéré par la gauche comme un véritable nazi. Et dans le contexte de l'Holocauste et la façon dont il s'était déroulé, particulièrement aux Pays-Bas et à Amsterdam, c'était vraiment, vraiment problématique. Afin de manifester leur opposition à cette union qui aura lieu le 10 mars et sera retransmise en l'Eurovision, les provos souhaitent s'inviter à la noce et comme Roel van Deun avait aussi théorisé qu'il n'était qu'une image, figurer en bonne place sur la photo de mariage. Pour faire monter la pression en amont des noces, ils s'amusent à faire courir les plus folles rumeurs. Et cette fois encore, non pas avec de la violence, mais avec des propositions loufoques. Ils avaient dit, par exemple, qu'ils allaient mettre du LSD dans l'eau potable d'Amsterdam ou sur des morceaux de sucre pour les donner aux chevaux de la police. Le LSD était la drogue en vogue à ce moment-là, et on l'a d'ailleurs aussitôt interdit. Tout cela a créé une sorte de panique. Il y avait donc le jour du mariage une présence policière massive. Au matin du 10 mars 1966, cette très forte présence policière a dû dissuader les provos d'agir. Car au début, tout semble bien se passer. Le carrosse royal fend tranquillement la foule et remonte au pas, sous l'œil borgne des caméras du monde entier, la place du Dam vers la Westerkerk. Malgré le gris du ciel et du noir et blanc, pour les millions de téléspectateurs qui regardent la cérémonie, la Hollande n'a décidément pas usurpé sa réputation de pays où il ne se passe jamais rien. La mariée est bien belle, le protocole fastueux et l'ordre assuré. Mais tout à coup, c'est la cohue, le désordre, la confusion. Comme au temps de la propagande par le fait, le terrorisme aurait-il à nouveau frappé sur le passage de têtes couronnées ? Pour la première fois depuis des dizaines d'années, des bombes ont explosé. Des bombes. C'était une bombe fumigène. Juste de la fumée. Depuis quelque temps, les provos s'étaient préparés. Pendant des nuits entières, dans un petit appartement clandestin, ils avaient minutieusement mélangé les 3 volumes de nitrate de potassium avec les 2 volumes de sucre glace et fabriqué ainsi plus de 200 bombes fumigènes qui n'ont besoin que d'une allumette ou d'un mégot pour partir en fumée.
Un arsenal inoffensif, certes, mais à l'effet de souffle dévastateur. La stratégie était simplement de perturber l'ordre. On le fait partir en fumée. On enfume tout. C'est de l'enfumage. Et on ne le voit plus, donc on l'élimine. C'est évidemment un geste théâtral. Ça en a mis un coup à toute cette pompe et à tout ce faste. Et les autorités se sont senties ridiculisées, ce qui les a mises en colère. Et c'est ce qui explique pourquoi la répression par la suite a été si sévère. Avant que le journal Le Télégraphe n'exige rien de moins que la solution finale de la question Provost, le chef de la police demande déjà la tête des meneurs. La maréchaussée arpente la ville avec des mégaphones. Toute manifestation est interdite. Le moindre attroupement est violemment dispersé. Dans les rues d'Amsterdam, la chasse aux Provost est ouverte. La répression frappe. Mais une chose était en train de changer. La population commençait à avoir de la sympathie pour les Provost. On voyait dans les médias que de plus en plus de gens défendaient leurs actions et condamnaient l'attitude des autorités. L'opinion publique se retournait contre la police et l'État en faveur des Provost. Au milieu de l'année 1966, malgré la répression, ou plutôt grâce à elle, les Provost sont au fait de leur gloire. Leurs noms résonnent, leurs idées voyagent et ils font des petits. Aux Pays-Bas, bien sûr, où des groupes se constituent à Rotterdam, La Haye ou Maastricht, mais aussi dans toute l'Europe, en Belgique, en Suisse, en Allemagne de l'Ouest, en Italie, au Royaume-Uni, à Paris, où une manifestation a lieu au cri d'anarchie et liberté. Et le péril blanc s'étend jusqu'aux États-Unis d'Amérique, où le Constitution Park de Berkeley est renommé Provost Park en hommage au révolutionnaire amstélo-damois. Le monde entier a les yeux tournés vers la Hollande, et certains imaginent déjà que la révolte jeune, ludique et libertaire des Provost pourrait se transformer en révolution. Un mouvement social qui commence alors et va mener les Pays-Bas au bord de l'insurrection semble leur donner raison. Le 13 juin, à l'appel des organisations syndicales, une grande mobilisation des travailleurs a lieu. Roel van Deun et ses camarades appellent le proletariat à se joindre à la manifestation. La mort accidentelle d'un manifestant, dont la rumeur dit qu'il a été victime de violences policières, fait soudain converger les luttes. La manifestation tourne à l'émeute. Les Provost et les travailleurs, rejoints par la masse des étudiants et les blousons noirs, transforment le centre-ville en champ de bataille. On dessèle les pavés, on retourne les voitures. Malgré le soutien des proxénètes, la police est lapidée. Le journal, Le Télégraphe, est incendié. Amsterdam s'enflamme. Devant l'ampleur des troubles, le Parlement est convoqué en séance extraordinaire. Les autorités étaient mises sous pression, non pas par les Provost, mais par l'opinion publique. Résultat, le commissaire de police a été démis et le maire d'Amsterdam a dû démissionner. Cela aurait pu être une victoire pour les Provost. Mais pris dans leur logique non violente, au lieu de pousser leur avantage, ceux-ci préfèrent se dissocier du mouvement en évoquant une hystérie collective avec laquelle ils n'avaient rien à voir. Incapables de saisir ce momentum révolutionnaire, la fin de leur mouvement n'est plus qu'une longue agonie. Infiltrés, leurs plans sont éventés, et comme les nouvelles autorités savent ne plus réagir à leurs provocations, leur tactique tourne à vide. Alors, comme ceux qui vivent du spectacle périssent souvent par le spectacle, eux qui n'avaient voulu être que des images connaissent le destin des images. Ils deviennent des cartes postales. Toute cette attention internationale, qui venait non seulement de la presse, mais également de la jeunesse qui arrivait de partout. On proposait même des provotours,
Tout cela dépassait l'intention originelle de ces garçons. C'était juste un club de rebelles au départ. Dans un dernier sursaut, Roel van Deun et ses camarades décident de dissoudre le mouvement. Le 15 mai 1967, ils se réunissent dans le coin des orateurs du Wandelpark et annoncent la fin du mouvement Provo. Rob Stolk en Roel van Duin, jullie zijn dus hier gekomen om Provo te begraven. Waarom? Ja, ik ga dus ook naamsverandering aanvragen omdat ik tegen leiders ben en ik ben een veel te bekend image geworden. En ik wil mezelf dus gewoon liquideren. En dat was het. Et voilà, c'était la fin. Après 2 ans, pendant lesquels ils ont mis les Pays-Bas en dessus-dessous, les Provos sont alors partis chacun de leur côté. Roel van Deun confiera plus tard à propos de l'échec du mouvement Provo. Notre seule erreur est d'avoir visé trop court. La geste des Provos d'Amsterdam est aujourd'hui relativement tombée dans l'oubli. Elle aura cependant une influence décisive dans les années suivantes. Car inspirés par leurs idées et leurs stratégies, mais aussi conscients des limites de leur mouvement, d'autres libertaires vont reprendre leur flambeau et faire en 1968 l'espace d'un printemps bourgeonner toutes les espérances révolutionnaires. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. À la veille de l'année 68, le mouvement anarchiste en France n'est toujours pas sorti de la nuit. Il faut voir que fatalité groupusculaire, ici comme partout ailleurs, les organisations libertaires ne cessent pendant ces années de se scinder, fusionner, disparaître puis renaître. Pour rassembler tous ces groupes, coordonner leurs activités et tisser des liens avec d'autres cellules révolutionnaires, on ne trouve pas mieux que de créer des comités à foison. On s'y perd. Face à ces organisations désorganisées, il devient essentiel de rétablir un semblant d'unité. Le groupe des jeunes libertaires de Paris décide d'inventer un symbole. Le sacré date d'avril 1964. Il est présenté, disons, devant le mouvement anarchiste dans un numéro du bulletin des jeunesses libertaires, des jeunes libertaires, et avec une explication de pourquoi il serait bon que les anarchistes, quand ils font des inscriptions sur les murs, quand ils font des affiches, mettent ce symbole de façon systématique. 2 motivations principales nous ont guidés. D'abord, faciliter et rendre plus efficaces les activités pratiques d'inscription et d'affichage. Ensuite, assurer une présence plus large du mouvement anarchiste aux yeux des gens. Le sigle adopté nous a paru répondre le mieux à ces critères. En l'associant constamment au mot anarchiste, il finira par un automatisme mental bien connu par évoquer tout seul l'idée de l'anarchisme dans l'esprit des gens. Ça, c'est des techniques de marketing, finalement, c'est aussi bête que ça. Si tous les groupes anarchistes, malgré leurs différences très fortes, disons, et des fois l'opposition qu'il y avait entre eux, signaient, mettaient un même logo, ça aurait un effet multiplicateur de la présence des anarchistes sur les murs de Paris ou dans la vie politique parisienne. L'effet n'est pas immédiat. Et alors que dans les années suivantes, des libertaires sont un peu partout à la manœuvre dans les révoltes conduites par la jeunesse, comme en Italie où les étudiants affrontent la police lors de la grande bataille de Valle Giulia, en Allemagne de l'Ouest où les émeutes de Pâques viennent répondre à la tentative d'assassinat de la figure du mouvement étudiant Rudi Dutschke, aux États-Unis d'Amérique où le mouvement contestataire s'oppose à la guerre au Vietnam et exige l'égalité des droits, mais aussi dans le bloc de l'Est avec les manifestations contre la censure en Pologne ou le printemps de Prague en Tchécoslovaquie. En France, on ne voit toujours rien venir. Un grand journal du soir prétend même que la France s'ennuie. Et pourtant, tout commence en banlieue parisienne, dans l'université de Nanterre, où l'on compte alors de nombreux militants anarchistes convaincus et expérimentés. Oui, j'appartiens à un groupe anarchiste
Voilà. Et nous publions ces phrases qui sont en fait qu'un plagiat d'un autre plagiat. Alors maintenant, pour la meilleure façon de savoir ce que c'est, vous le lisez et puis vous pourrez vous faire votre opinion vous-même. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous habitez la résidence? Oui, j'habite la résidence. Pourquoi vous avez des rapports avec certains flics, non? Ces militants connaissent leur histoire libertaire. Certains sont même allés aux Pays-Bas rencontrer les provos. Ils critiquent le système éducatif qui ne fait selon eux que reproduire les structures de domination, mais ils ne veulent pas seulement porter la révolution à l'université, ils entendent plus globalement changer la vie. Parmi eux se fait très tôt remarquer un certain Daniel Cohn-Bendit, que l'on dit alors libertaire. Alors là, il n'y a pas photo là-dessus. C'est un militant anarchiste, membre de la Fédération anarchiste, membre de la Liaison des étudiants anarchistes, membre de Noir et Rouge, membre de tous ces mouvements, partie prenante à part entière. Mais il n'est pas le seul, et à ses côtés d'autres figures apparaissent, comme Olivier Castro, qui se définit alors comme un anarchiste indépendant, Jean-Pierre Duteuil, qui appartient lui aussi à la Liaison des étudiants anarchistes, ou le discret René Riesel, toujours avec ses lunettes noires, qui fondera le groupe des Enragés. Avec une centaine d'autres étudiants, ceux-ci décident le 22 mars 1968 d'occuper un étage de la tour administrative de la faculté de Nanterre. Ils se regroupent en conseil, débattent, chantent des chansons et écrivent sur les murs les tout premiers A cerclés. Expulsés de Nanterre, les étudiants se rendent à la Sorbonne au cœur de la capitale. La police intervient, mai 68 vient de commencer. Car à la différence des provos, les libertaires parisiens choisissent d'assumer la confrontation. Autour d'Olivier Castro, que l'on voit ici de dos, ils organisent la riposte. Tête casquée, visage masqué, on ramasse de quoi passer à l'offensive. Les rues de Paris sont dépavées. Et pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, enivrés par l'odeur des gaz, de jeunes révolutionnaires écrivent dans l'air une ancienne chanson de geste ou improvisent de nouveaux pas de danse. Il y a cette griserie extraordinaire qui ne prend que les émeutiers et que qui n'a pas été émeutier ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Le goût, le goût de la barricade. Contrairement à ce que dit la légende, la répression est très brutale. Mais rien n'y fait. Le quartier latin tombe aux mains des insurgés. Finalement réouverte, la Sorbonne est proclamée commune libre. Le drapeau noir flotte sur la cour d'honneur. On rebaptise des salles du nom des héros de l'histoire libertaire, comme l'Amphibono. Une assemblée générale permanente est formée. Un comité d'occupation révocable à tout instant est élu. On écrit sur les murs, on réinvente la culture, on imprime des tracts et des journaux. On ouvre une cantine libre et gratuite pour tous. On crée une crèche autogérée. Grâce à la redoutable section des combattants katangais, on organise aussi l'autodéfense. À tous les étages, pendant plus d'un mois, on discute du monde, de la vie, de l'amour et de la révolution. Mais je te dis qu'il faut changer les structures de la société si on veut changer l'université. Comment changer les structures? En faisant la révolution. Tous les étudiants ne sont pas anarchistes, bien sûr, loin s'en faut. Mais les libertaires sont là, avec les militants des autres tendances révolutionnaires, maoïstes, trotskistes, guévaristes. Aussi et surtout avec la masse des étudiants non encartés dont les idées ne sont pas encore bien arrêtées, mais qui veulent prendre part eux aussi à l'élan révolutionnaire. La grande qualité des anarchistes de mai 68 a été de permettre à une ribambelle de gens que l'on appelait inorganisés. Des gens qui venaient de nulle part, qui soudain émergeaient en mai 68, de leur permettre de prendre toute leur place. Et non pas de les renvoyer à l'école, au cours primaire, qu'il fallait qu'ils passent tous les échelons. Et ça a été une grande force libertaire, d'émancipation, qui a permis à chacun de prendre sa place, en quelque sorte, tout en luttant beaucoup contre les menées staliniennes de certains groupuscules, même si ce n'étaient pas des staliniens, même s'ils étaient anti-staliniens, ils avaient souvent des pratiques qui étaient peu recommandables, disons. Le mouvement fait tache d'huile. Et comme ici, avec l'université de Strasbourg, il s'étend bientôt à toutes les universités françaises. Mais pas que.
C'est un moment dans lequel on a eu souvent tendance à surévaluer la composante étudiante, la composante culturelle de la contestation. Mais ce qui est très intéressant, c'est aussi la composante ouvrière de 1968 et le climat d'insubordination ouvrière généralisée que mai 68 a révélé. C'est en effet la spécificité du 68 français, car la répression brutale du mouvement étudiant avait provoqué une mobilisation des travailleurs. Une journée de grève générale était organisée par les syndicats. Le 13 mai, une immense manifestation avait lieu, drapeau noir en tête. Mais le lendemain, débordant les appareils, les ouvriers décidaient spontanément de poursuivre le mouvement. C'est la première grève générale sauvage de l'histoire. Tous les secteurs sont touchés, non seulement les grands groupes publics, mais encore les entreprises privées, des plus grandes aux plus petites. Les centrales sont arrêtées, les cheminées ne fument plus. Dans les mines, on refuse de descendre, les docks sont désertés. Même les secteurs les plus inattendus entrent dans la grève. Les banques sont fermées, les grands magasins sont occupés par leur personnel, le ramassage des ordures est suspendu, des banderoles décorent l'entrée des hôtels de luxe, les mariniers occupent la Seine, on ne prélève plus l'impôt. Les fossoyeurs n'enterrent plus, les eaux sont en vacances et les péages sont gratuits. La radio et la télévision réclament la fin de la censure et les actualités publiques remplacent l'amorce de leur rush par des petits A cerclés. Il n'y a pas jusqu'aux footballeurs qui demandent la fin de l'aliénation et occupent leur fédération. Lors des grandes grèves de 1936, on avait compté 2 millions de grévistes. En mai 1968, il y en a au début 6 millions, puis au bout de quelques jours, plus de 10 millions dans toute la France. Non seulement dans toutes les grandes villes de France, mais dans les campagnes. Alors ça, il faut surtout pas l'oublier. Même moi, j'ai trouvé dans les archives des tracteurs qui défoncent des sous-préfectures. On n'a jamais vu ça. C'était incroyable, vraiment incroyable. On n'aurait jamais imaginé ça une semaine avant. Et cela donne toute leur justification aux idées anarchistes. Les gens sont capables de prendre conscience. L'anarchisme, ça se vit. Les gens sont capables, s'ils sont conscients, de le vivre de manière immédiate. Spontanément, les gens se transforment en anarchistes ou en libertaires, comme s'ils l'avaient toujours été. Ces prémices révolutionnaires laissent bien sûr de côté certains aspects fondamentaux de l'émancipation. Le patriarcat n'est que partiellement dénoncé, ce que l'on n'appelle pas encore les minorités demeure invisible et la question écologique n'est pas posée. Mais on parle partout d'autogestion et de démocratie directe, et vers la fin mai, on commence à imaginer la disparition des frontières du travail et de l'argent. Il y avait des travailleurs qui occupaient leur entreprise d'informatique, comme il y avait de nombreux autres lieux de travail occupés. Et ils prenaient un bain de soleil sur la terrasse de l'entreprise. La direction est venue pour leur demander « Que voulez-vous ? Quelle est votre plateforme de revendication ?» On ne veut plus travailler. On ne veut plus de cette société. Oui, d'accord, on comprend, mais au niveau des horaires, du salaire, qu'est-ce que vous voulez? C'était un dialogue de sourds. C'est comme une chape de plomb qui explosait et les joies de vivre, les exubérances ont repris leurs droits. Et quand les exubérances reprennent leurs droits, comme Raoul Vaneigem l'a si bien dit, eh bien les gens reprennent envie de vivre, le goût de vivre et le goût des audaces. Mais ces audaces ne sont pas du goût de tous. Dans l'urgence, le chef de l'État convoque un conseil extraordinaire. La consigne donnée est répétée du sommet de l'État jusqu'aux en bas. Pour résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. C'est à Lyon où des anarchistes convaincus, structurés et organisés sont aux avant-postes du mouvement que la réaction commence. Il y a une forte présence anarchiste à Lyon, c'est vrai. D'abord, il y a une tradition anarchiste à Lyon, qui est ancienne.
Ça, c'est une chose. Et donc, les gens s'inscrivent dans cette tradition anarchiste, les nouveaux anarchistes. Les anarchistes de Lyon sont tous des anarchistes New Look, qui ont lu l'Internationale situationniste et qui trouvent ça absolument formidable. Regroupés au sein de l'Hydre de Lerne, un groupe dissident de la Fédération anarchiste, ces libertaires New Look sont nombreux aussi dans le mouvement du 22 mars lyonnais. Ils ont occupé leurs facultés et essayé de faire la jonction avec les ouvriers des grands bastions que sont Berliet et la Rodiaceta. Mais à la différence de Paris, le mouvement est depuis le début resté assez sage. Or, le 24 mai, emmené par les anarchistes, le défilé se heurte à un impressionnant dispositif policier. Il se passe à Lyon une seule nuit de barricade, mais c'est une nuit de barricade qui est devenue en quelque sorte emblématique de mai 68 pour toute la France, car il se trouve qu'au cours de cette nuit des barricades, un commissaire de police est décédé. Refluant de la place des terreaux sur la presqu'île, où ils ont mis en déroute les gardes mobiles, les manifestants avaient décidé de marcher sur la préfecture de police qui se trouve sur l'autre rive du Rhône. Mais à l'entrée du pont Lafayette, un barrage les attend. Pour forcer le passage, dans la confusion, des révolutionnaires réquisitionnent un camion de chantier et le lancent sur les forces de l'ordre. Il est lancé à 5 à l'heure avec un caillou sur l'accélérateur en première. Il avance tout doucement, tout doucement, tout doucement, et la police a 100 fois le temps de s'écarter pour laisser passer le camion. La police n'a pas besoin de s'écarter, puisque le camion dévie lentement et choque contre l'un des réverbères du pont. Mais à ce moment précis, le commissaire Lacroix, un commissaire de police, est pris d'un malaise. Il est mort parce qu'il était présent sur les faits la nuit des barricades. Il est mort de peur, il a fait une crise cardiaque au moment de l'arrivée de ce camion. Mais il n'a pas été touché par ce camion. Il a été acheminé en ambulance, ça j'ai trouvé l'archive, en ambulance à l'hôpital Grange-Blanche, et il a été soigné à cet hôpital. Il était vivant. Il a parlé avec les médecins et les infirmiers. Et puis au cours du traitement, 1 heure ou 2 après, il est décédé au cours du traitement. Voilà. Donc il n'est pas décédé écrasé par le camion. Eh bien, messieurs, jusqu'à ces jours-ci. Et pourtant, le lendemain matin, aux premières heures du jour, le préfet de police de Lyon prend la parole en direct à la télévision et donne une autre version des faits. Et c'est ainsi que le commissaire René Lacroix, père de 3 enfants, fut écrasé entre le parapet du pont et ce camion. Le but était de criminaliser tout 68. Et effectivement, du fait qu'un commissaire de police est décédé, la réaction s'est emparée de cet événement pour en faire le cri de ralliement de la vengeance. Stratégie du choc et fabrique du consentement. Au cours des funérailles nationales du commissaire, on répète à l'envi la version policière. Le commissaire Lacroix, tentant de l'arrêter, fut écrasé entre le camion et la rambarde du pont. Avec d'autres, cet événement souvent négligé de l'histoire de mai contribue à faire qu'en quelques jours seulement, l'opinion publique se retourne et la situation se renverse. Le pouvoir reprend l'avantage. Les manifestations sont interdites, les lieux occupés sont évacués et certaines figures du mouvement sont incarcérées ou, comme Daniel Cohn-Bendit, expulsées. Mai 68 a vécu. Mais si la révolution libertaire est manquée, grâce à la lutte, les travailleurs obtiennent tout de même de meilleures conditions de travail et de vie. Les lycées et les universités se démocratisent et la censure dans les médias recule momentanément. Et dans les années qui suivent, le rapport de force né du mouvement permet de conquérir certains de ces droits que les anarchistes réclamaient depuis des décennies, comme celui à l'avortement, confirmant en cela, s'il en était besoin, le vieil adage libertaire, selon lequel aucune tentative révolutionnaire n'est jamais vaine. La guerre d'Espagne, mai 68, sont effectivement des échecs. Mais les gens s'en souviennent comme d'un moment où il a été possible de renverser le régime. Et cette impression perdure. La remise en question des hiérarchies a été très profonde. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a pu l'effacer.
Stoppé en France, le mouvement insurrectionnel se poursuit dans le monde. Du nord au sud, d'une rive à l'autre des océans, quels que soient les systèmes et les régimes, à la suite de mai, la fièvre émeutière s'empare de toutes les grandes capitales, avec comme consigne « faire comme en France ». À Bruxelles, à Londres, Zurich, Stockholm, Montevideo ou Tokyo, les étudiants occupent leurs universités, créent des communes et appellent les travailleurs à les rejoindre. Même dans les pays les plus inattendus, la jeunesse s'insurge. Sous la botte franquiste en Espagne, derrière le mur, comme en Yougoslavie ou en RFA, et dans les pays du Sud. À Istanbul et Ankara, on reprend la rue. À Dakar et Beyrouth, travailleurs intellectuels et manuels font eux aussi la jonction. Et au Pakistan, la grève générale fait tomber le gouvernement. Mais alors que les libertaires auraient pu profiter de cette gloire retrouvée quand ils organisent en septembre 1968 à Carrare, en Italie, un nouveau congrès international, leurs vieux démons reprennent le dessus. Les générations s'opposent et les courants se déchirent. Et c'est ainsi qu'au moment où les organisations anarchistes auraient pu jouer un rôle dans ce mouvement révolutionnaire international, elles laissent passer le train de l'histoire. La réaction qui partout opère étouffe dans les urnes ou noie dans le sang les rêves de changement de la jeunesse. À Chicago, la marche des étudiants contre la guerre est écrasée. Au Japon, on expurge la forteresse des étudiants révolutionnaires de l'université Todai. Et le 2 octobre 1968, sur la place des Trois Cultures au Mexique, le gouvernement fait tirer sur les étudiants qui s'étaient pacifiquement rassemblés. Il y a plus de 300 morts. Cet événement, qui restera dans les mémoires comme le massacre de Tlatelolco et vient mettre un terme au rêve d'un possible changement pacifique, rappelle à de nombreux révolutionnaires les mots de Bakounine. Les révolutions ne sont pas un jeu d'enfant, ni un débat académique, ni une joute littéraire où l'on ne verse que de l'encre. La révolution, c'est la guerre. Et qui dit guerre dit destruction des hommes et des choses. Il est sans doute fâcheux pour l'humanité qu'elle n'ait pas encore inventé un moyen plus pacifique de progrès. Mais jusqu'à présent, tout pas nouveau dans l'histoire n'a été réellement accompli qu'après avoir reçu le baptême du sang. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir.